Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation donc pour cette conférence intitulée Arbres, science et rock'n'roll. Alors pour ceux qui d'entre vous se questionneraient sur ce terme rock'n'roll, vous allez très vite comprendre par la suite le pourquoi. Pour introduire donc cette conférence, vous expliquer, donc on va avoir donc une présentation par donc les partenaires de l'événement, le Centre Jacques Cartier, la délégation du Québec, qui diront chacun un mot à leur tour. Et puis ensuite, je vous présenterai notre conférencier du jour avant de lui laisser la parole pour un temps de présentation. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter les questions que vous souhaiteriez lui poser à l'issue de son intervention. Donc, pour commencer cet échange, je voulais appeler, mais je ne le vois pas, Gilles Bonnet. Non, il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais dire un mot au nom du président. Donc Gilles Bonnet, puisque donc je suis vice-présidente en charge de la transition écologique et solidaire pour l'université Lyon 3. Donc simplement rappeler que cette thématique transition écologique est au cœur du projet d'établissement, que c'est quelque chose qui nous anime, que ce soit envers nos étudiants, notre corps professoral, nos personnels, et qu'on a aussi cette ambition de faire rayonner ces enjeux au-delà de notre université envers un ensemble de partenaires et du territoire. D'où aussi donc la présence et la collaboration ce soir donc avec donc des institutions partenaires comme le Centre Jacques Cartier. Et donc je vais justement appeler donc Monsieur Bernard Sinou, président du Centre Jacques Cartier, pardon, je vous avais pas vu, je vous cherchais, pour nous dire un petit mot. Merci à vous, Madame la vice-présidente de l'Université Lyon 3, Monsieur le professeur Jérôme Duprat, Madame la vice-présidente Hélène Duvivier, Monsieur le vice-président Pierre Athanase de la métropole de Lyon, Madame Caroline Mayou qui représente la déléguée générale du Québec à Paris, et Monsieur le consul de Roumanie. Très heureux de vous voir ici, ainsi que pour vous tous qui venez pour écouter cette conférence. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir participé à son organisation. Le Centre Jacques Cartier est toujours... excusez-moi, je me mélange un peu les pieds. Le Centre Jacques Cartier est heureux de participer en dehors des entretiens, j'y reviendrai tout à l'heure, à des événements qui permettent de favoriser les échanges entre le Québec et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est le cas de cette conférence d'aujourd'hui, au service de l'environnement. Et donc, c'est intéressant pour l'ensemble des acteurs des deux côtés de l'Atlantique. Monsieur le professeur, votre présence sur le territoire illustre l'importance de ces regards croisés entre les différents types d'acteurs que nous avons sur nos territoires. Nous avons besoin de ces échanges pour relever les grands défis d'aujourd'hui qui nous concernent tous. Cette conférence, d'ailleurs, s'inscrit pleinement dans la dynamique des entretiens Jacques Cartier que nous organiserons du 6 au 8 octobre prochain en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui exploreront la thématique résilience et transformation, nouvelle dynamique pour un monde en mutation. Je vous invite d'ailleurs à déjà retenir ces dates dans votre calendrier. Ce programme, donc sur les grands défis que nous avons aujourd'hui, rejoignent celui dont nous allons parler à l'instant. Et donc tout ceci est également peut être une introduction aux réflexions ultérieures dont j'espère, comme à l'issue de cette conférence, ceci puisse amener à des travaux ultérieurs en commun pour pouvoir avancer dans ces sujets
d'enjeux principaux pour notre monde. Avant de conclure, j'aimerais remercier chaleureusement la délégation générale du Québec à Paris. C'est à son initiative que nous avons pu organiser cette conférence. Et bien sûr, remercier l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour son accueil et sa précieuse collaboration dans l'organisation de cet événement. Je vous souhaite à tous une excellente conférence et de riches discussions ultérieures. Merci. Merci, Monsieur Sinou. Je vais désormais laisser justement la parole à Caroline Mayou pour nous dire un mot donc, au nom de la délégation générale du Québec à Paris. Merci, Amélie. Donc d'abord, un grand merci à l'Université Lyon 3 de nous accueillir ici. Comme vous le savez, le Québec et la France sont très soudés, tricotés serrés, comme on dit, au niveau de l'éducation. L'enseignement supérieur est un pilier de notre coopération franco-québécoise. Donc, je suis très contente d'être ici et de représenter la délégation. Je veux remercier M. Sinou, le président du Centre Jacques-Cartier, et aussi Benjamin Augereau pour l'organisation avec Mme Boas de cette activité. Et bien sûr, notre vedette, Jérôme, pour avoir accepté de participer à cette activité et nous offrir cette conférence ce soir. La science est actuellement un sujet vraiment d'actualité, non pas juste entre scientifiques, mais au niveau de la société en général. Et je pense que des activités comme celle-ci permettent de la faire vivre, permettent de dépasser les frontières et permet aussi d'avoir du vrai, d'avoir des vraies données, de pouvoir faire des réflexions à partir de vraies expériences scientifiques et de vraies démarches scientifiques. Donc, je vous remercie d'être là. Et puis, je souhaite souligner également toute l'importance que la Délégation générale du Québec porte à sa coopération avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une amitié et une collaboration de plus de 30 ans. Et l'activité d'aujourd'hui permet de faire vivre un chapitre de cette feuille de route sur la question de la transition énergétique et écologique. Donc, je suis d'autant plus heureuse que cette activité puisse et permettre de développer nos collaborations universitaires. On a eu de très beaux échanges tout à l'heure. Je pense qu'ils ont quasiment tous sur le premier rang. Donc, les élèves studieux, ce sont les gens avec qui nous avons eu des rencontres tout à l'heure. Les collaborations avec les entretiens Jacques-Cartier, le Centre Jacques-Cartier, et d'animer justement cette coopération et cette vive amitié que le Québec a pour les gens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous présenter pour lui donner la parole, puisque c'est ce que vous attendez. Donc, ils viennent nous parler de ce sujet passionnant, donc arbre, science et rock'n'roll. Donc, avant de l'appeler, je vais dire quelques mots de Jérôme Duprat. Donc, Jérôme Duprat est professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, fondateur du Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes, donc le CRAB, bien nommé. Il est aussi titulaire de chaire de recherche du Canada en économie écologique et de la chaire UNESCO en évaluation socio-économique de la biodiversité et des écosystèmes. Détenteur d'un doctorat en géographie et d'un post-doctorat en biologie, il est spécialiste de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Et par ailleurs, sur les scènes musicales de la francophonie, on le connaît aussi en tant que membre d'un groupe musique bien connu, donc les Cowboys Fringants.
À ce titre, il est présent ici parmi nous à l'occasion donc d'une comédie musicale qui se produit donc demain soir et jeudi soir, donc qui est Pub Royal. Donc une comédie musicale qui est fondée à partir des musiques du groupe et que vous pouvez, si vous le souhaitez, donc aller voir. Donc qui se produit à la Halle Tony Garnier. C'est une création de la compagnie Les 7 Doigts de la Main. Voilà, donc je tenais aussi à présenter ce bel événement, puisque c'est aussi le lien qu'il y a ce soir et que vous allez retrouver dans la présentation entre la culture, et on a aussi notre vice-président à la culture qui est présent ce soir, puisque à l'image des 7 doigts de la main, eh bien c'est aussi cette dimension entrelacée par rapport à cette approche à la fois culturelle, scientifique de cette thématique. Et je pense que voilà, c'est important de lier les deux dans la promotion des valeurs et de ces thématiques auprès du grand public. Et je pense que voilà, vous allez apprécier ce rapprochement qu'on a voulu faire ce soir entre ces différentes facettes du travail que mène Jérôme Duprat sur le plan artistique et scientifique. Je vous invite à me rejoindre. Bonsoir tout le monde. Merci infiniment de votre présence. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait très plaisir de revenir sur Lyon. J'aimerais remercier les distingués invités qui sont ici et le Centre Jacques-Cartier, l'Université Jean Moulin Lyon 3, la Délégation générale du Québec d'avoir participé à l'organisation de cet événement. Alors, je profite de la tribune pour vous parler de mes multiples chapeaux, scientifiques, entrepreneurs, artistes, mais qui ont un dénominateur commun, c'est-à-dire la protection de l'environnement, la protection de la nature. Je vais commencer largement en vous présentant cette photo qui est archi connue. C'est le Blue Marble, la bille bleue qui a été prise en 1972 par la mission Apollo 17. Et cette photo-là, elle est très, très importante, non seulement parce que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on avait des capacités techniques pour prendre un portrait de la Terre dans son entièreté, mais c'est surtout qu'en 1972, on est à l'époque de la naissance du mouvement environnemental contemporain. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a connu ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, 30 années de développement économique, industriel accéléré. On a développé nos économies, les démographies galopantes, on a structuré nos villes d'une certaine manière. Et à la fin des années 60, on s'est rendu compte que le développement économique humain s'accompagnait d'impact sur la santé, s'accompagnait d'impact sur les écosystèmes. Et il y a eu une réaction par rapport à ça. Il y a eu une réaction d'abord scientifique. On a eu des ouvrages qui marquent encore aujourd'hui les esprits, comme par exemple Un printemps silencieux de Rachel Carson, qui montrait la bioaccumulation de pesticides, du DDT, et qui empêchait les œufs d'oiseaux de se calcifier, d'où le titre Un printemps silencieux, un printemps où il n'y a plus d'oiseaux pour chanter. De la même manière que les scientifiques ont été des lanceurs d'alerte, il y a eu des mouvements citoyens, il y a eu des mouvements politiques aussi. En 1968, il y a eu la création du Club de Rome. Il y a eu le premier jour de la Terre, le 22 avril 1970. Un peu plus près, oui. Il y a eu la création de Greenpeace en 1971. Et dans les années 70, on a vu la naissance des premiers ministères de l'Environnement, premiers ministères de l'écologie, où on a commencé à légiférer. Parce qu'on se disait que la façon dont on développe notre relation avec la nature, avec la biosphère, elle n'est pas durable. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on est à peu près 50 ans plus tard. Il y a un demi-siècle de passé entre cette première prise de conscience contemporaine des impacts de l'être humain sur la nature. Et 50 ans plus tard, c'est important de poser un diagnostic. Est-ce que cette prise de conscience et tous les gestes qui s'en sont accompagnés, autant dans différents pays, en Europe, en Amérique du Nord, nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons fait des gestes pour essayer de renverser cette tendance-là. Mais malheureusement, vous serez d'accord avec moi si vous suivez un peu l'actualité en environnement pour voir que la tendance de cette crise écologique, elle s'accélère.
La crise écologique, elle a plusieurs visages. Le visage peut-être le plus connu, c'est celui des changements climatiques. Et juste pour remettre un peu les pendules à l'heure, je vous montre quelques diapos, quelques graphiques qui montrent dans quel bateau, ou plutôt vaisseau spatial collectif, nous naviguons ensemble dans le système solaire. Vous voyez ici, c'est une reconstruction de la concentration atmosphérique de CO2 sur une période de 800 000 ans. Donc ça, c'est grâce à l'Agence océanique et climatique américaine où on a creusé des calottes de glace en Antarctique et on a pu recomposer cette composition atmosphérique sur une aussi longue période de temps. L'être humain est apparu sur Terre à peu près ici. Donc, on est capable de regarder dans le temps et on voit qu'il y a des cycles, hein, il y a des variations dans la concentration de CO2 qui sont intimement liées avec la température ressentie à la surface du globe. Si on se met à des échelles beaucoup plus longues que celles d'une espèce vivante comme la nôtre, il y a certes d'autres facteurs qui vont influencer la température ressentie sur Terre, à la distance Terre-Soleil, l'axe de rotation de la Terre, mais à l'échelle d'une espèce vivante, c'est vraiment la composition de gaz dans l'atmosphère qui va être la principale variable déterminante du climat qu'on ressent sur Terre. Donc, vous voyez que concentration de CO2, le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre, bien, plus on en a, plus il fait chaud, moins on en a, moins il fait chaud. Et on a oscillé pendant 800 000 ans dans une fourchette entre 180 et 300 particules par million. Et dans cette oscillation de fourchette-là, il y a eu des grandes variations climatiques. Il y a quelques 10 000 ans, au Québec, nous étions sous 2 km de glace. L'Islandiste laurentien, c'était immense. Ça recouvrait l'entièreté du Québec et le nord-est des États-Unis. On a trouvé dans les énergies fossiles une fantastique façon de développer nos sociétés. Donc, la révolution industrielle, 1750-1800, on a découvert la concentration d'énergie qui est dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ces matières fossiles pour propulser notre énergie et développer nos sociétés. Ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a débalancé un des grands cycles, le cycle du carbone. Tout le monde a appris à l'école primaire le cycle de l'eau, les pluies, le ruissellement. Il y a des cycles pour le phosphore, des cycles pour des minéraux. Il y a un cycle du carbone. Ce n'est pas très compliqué, le cycle du carbone. C'est que lorsqu'on a de la matière vivante qui meurt et qui se fossilise, bien, si on est sous un océan, ça devient du pétrole. Si on est sous la terre, ça devient du charbon. Il faut attendre quelques centaines de millions d'années pour le produire. Donc, la grande quantité de carbone sur Terre, elle est enfouie sous terre. Et avec la révolution industrielle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été puisé dans ces ressources, on l'a brûlé, on l'a remis dans l'atmosphère. Ce débalancement du cycle du carbone a fait en sorte que, dans une très, très courte période de temps, quelques 250 ans, on est sorti de la fourchette historique et on a passé en 2017 le cap des 400 particules par million. Nous sommes aujourd'hui à 460 particules par million dans l'atmosphère. Et selon différentes modélisations, là, si on fait un scénario moyen, dans quelques 30 ans, on aura probablement atteint un 600 particules par million. Sachant que lorsqu'on émet une molécule de CO2, elle n'est pas automatiquement active sur le phénomène du réchauffement climatique. Il y a une latence de quelques 30 années. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui dans les effets externes, les impacts des changements climatiques comme les vagues de chaleur, les inondations, on pourrait caricaturer que ce sont les émissions des années 1990. Et ce qu'on émet aujourd'hui, eh bien, en 2050, on subira les effets de ces changements-là. Donc, les changements climatiques, c'est une réalité. Nous avons déjà les deux pieds dedans et c'est une réalité qui n'ira qu'en augmentant. Et on parle ici d'une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes. Si vous suivez tout simplement la courbe de cette concentration, on peut voir qu'on est dans un profil de réchauffement climatique. Lorsqu'on parle de crise écologique en sciences, on aime décloisonner les silos et on va plutôt parler de changements globaux. Changements globaux plutôt que changements climatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres phénomènes qui s'accompagnent de cette transformation causée par l'être humain. Et tous ces phénomènes sont interreliés. L'autre grande crise environnementale, mis à part les changements climatiques, c'est la crise de la biodiversité. Vous connaissez la théorie de l'évolution. Hein, les espèces apparaissent, disparaissent, dépendamment de leur adaptation à leur milieu. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a cette biodiversité qui nous entoure, cette interdépendance être humain-nature. Malheureusement, on a là encore des phénomènes
humain qui débalance cette évolution, c'est-à-dire qu'on a une surexploitation de certaines ressources naturelles, il y a des effets des changements climatiques, des espèces invasives, de la destruction d'habitats naturels, et ce qui fait en sorte qu'on a un taux d'extinction des espèces qui est entre 1000 et 10 000 fois les taux historiques. Donc, les espèces ne peuvent plus s'adapter aux changements qui sont trop rapides dans leur milieu. Et ce qui fait dire à ce regroupement, l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, c'est la conscience scientifique internationale sur la biodiversité et les écosystèmes. Dans leur dernier effort, ils nous disent qu'il y a jusqu'à 1 million d'espèces différentes qui sont menacées de disparition d'ici la fin de ce siècle. Donc, sur une biodiversité estimée à 8 millions d'espèces, mais il y a un huitième de cette biodiversité mondiale qui est menacée en raison, encore une fois, des activités humaines. Et c'est sans passer les autres limites planétaires avec lesquelles on joue littéralement au poker à l'heure actuelle, disponibilité en eau, qualité de l'air, l'intégrité des écosystèmes, le phosphore, l'azote, les eaux souterraines. Ce concept de limite planétaire a été développé par le Stockholm Resilience Center, encore un groupe de scientifiques très, très réputés, et qui nous a dit qu'on devrait considérer notre Terre comme un système aux ressources limitées et d'essayer de voir quelles sont les limites qui sont à la fois sécuritaires et justes. Donc, c'est un exercice qui est un peu ludique, mais qui représente bien les principales conditions et limites sur Terre. Donc, vous les avez ici représentées en 8 de ces limites. Et ils nous disent qu'à l'heure actuelle, on est en situation de dépassement dans 7 de ces 8 principaux indicateurs. Donc, c'est un peu ce diagnostic difficile que je vous donne ici, mais c'est un constat nécessaire à faire si on se reporte un peu dans le temps, si on pense qu'on a pris une conscience environnementale au début des années 70, eh bien, celle-ci, malheureusement, ne s'est pas renversée. Et de ce constat plutôt dur, j'aimerais vous amener plutôt dans la vision solution, parce que de l'espoir, il y en a beaucoup. Et l'ensemble des organisations internationales terminent toujours les constats par cette ouverture vers les solutions. Dans le cas du Stockholm Resilience Center, ce rapport se conclut par 3 grandes recommandations. Ils nous disent qu'on est en situation de dépassement dans les limites planétaires, mais que dans une période de 10 ans, on peut revenir à l'intérieur de ces limites à la fois sécuritaires et justes. Pour faire ça, il y a 3 grands piliers sur lesquels capitaliser. Il faut faire des transformations systémiques. Donc ça, ce n'est pas des transformations cosmétiques, marginales, à la louche. Il faut revoir complètement le système de la façon dont on produit notre agriculture. Donc, se pencher vraiment sur une agriculture régénérative et durable. Deuxième pilier, c'est l'énergie. Il faut revoir absolument de façon fondamentale comment on produit l'énergie nécessaire au développement humain. Et finalement, c'est l'aménagement du territoire. Comment on habite le territoire pour que les arbitrages entre les besoins de la nature, entre les besoins de l'agriculture, les besoins humains de développement soient conciliables. Et si on est capable de remplir ce pari-là, et puis on pourra revenir dans cette humanité positive pour la nature. Comment y arriver? Donc, c'est quelques regards croisés que je vais vous offrir aujourd'hui sur des perspectives du Québec sur la transition écologique, mais qui sont aussi applicables à la situation ici en Europe, en France. D'abord, si on veut mettre en œuvre une transition écologique durable, il faut s'ancrer les 2 pieds dans la science. Il faut être capable d'avoir une vision à long terme qui nous donne des faits, des données, des bons modèles. Évidemment, il y a une réalité beaucoup plus complexe. La science, ce n'est pas la seule vérité, mais dans ce paysage où on navigue parfois aux équipements, il faut avoir la meilleure vision scientifique et, dans ce cas-ci, suivre les recommandations de groupes d'experts. Dans ce cas-ci, c'est le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui nous offre des perspectives futures de scénarios climatiques. Ils nous disent ici, point de départ, en 2015, ce sont les accords de Paris sur le climat, où l'ensemble des pays signataires de la Convention sur les changements climatiques se sont engagés à rester dans une limite d'augmentation du climat de 2 degrés Celsius et de façon favorable de tendre vers le 1,5 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à court, moyen et long terme si on veut rester sous cette barre du 1,5 degrés Celsius, parce que c'est cette limite qui est sécuritaire pour l'être humain, eh bien, on doit s'en aller dans des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont
sont très variés, hein, parce que vous voyez, il y a des scénarios optimistes qui nous gardent dans cette limite et il y a des scénarios qui sont pessimistes qui nous envoient dans une Terre plus chaude de 4,5 degrés Celsius avec des écarts types allant jusqu'à 6 degrés Celsius. Donc, on est vraiment ici dans un spectre très, très large du type de planète qu'on va habiter à l'horizon 2100. Donc, si on a comme objectif de respecter les accords internationaux, de respecter cette limite de 1,5 degrés Celsius, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, dans les prochaines années, stabiliser nos émissions de CO2. Pourquoi stabiliser et ne pas les faire descendre tout de suite? C'est parce que nous sommes verrouillés dans des infrastructures dépendantes des énergies fossiles. Notre parc automobile est encore majoritairement dominé par des voitures qui consomment de l'essence. L'énergie mondiale est encore fortement produite par du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de tout de suite accélérer la fin de vie de ces infrastructures et de faire une transition vers des énergies vertes, vers des solutions durables et sobres en carbone. Si on réussit ce pari de stabilisation des émissions de CO2, on pourra, à l'horizon 2030, s'engager dans une phase de réduction drastique des émissions de CO2 qui nous amènera à la carboneutralité autour de 2050. Donc ça, ce pari à réaliser sur 2 décennies, c'est absolument titanesque et ça nous dit que comme conclusion, à l'horizon 2050, on est dans une humanité qui balance, hein. Les émissions résiduelles de CO2 sont compensées par des stratégies durables basées sur la nature ou des technologies. Donc ça, c'est un discours qui est généralement accepté, qui est discuté, qui est enchâssé dans des lois ou dans des accords internationaux. Ce qui est rarement discuté, c'est que pour rester dans la limite du 1,5 degré Celsius, post-2050, on doit s'engager dans une humanité carbonégative, donc être capable de retirer de façon nette du CO2 de l'atmosphère. Donc ça, c'est notre feuille de route collective, globale pour le prochain siècle. Donne une perspective au Québec, mais qui a absolument la même tendance en Occident et notamment en France. Nous avons pris des engagements. Des engagements climatiques se basent sur une année de référence 1990. Donc, quand vous entendez carboneutralité, baisse de 20 de 50 on se réfère aux émissions de 1990, qui étaient juste avant le sommet de la Terre de Rio en 92. Donc, au Québec, on a mis en place plusieurs stratégies. On a mis en place un plan d'action changement climatique, un fonds vert pour le financer, une bourse carbone qu'on partage avec la Californie. On a des mécanismes qui sont très, très probants. On a des lois, on a des enveloppes significatives, 9 milliards de dollars qui financent l'action et l'adaptation climatique au Québec. Par contre, sur cette longue période, quand même, des années 90 à aujourd'hui, on a baissé d'environ 7 nos émissions de CO2. Donc ça, le profil, mis à part quelques pays champions, là, on est à peu près dans cette dynamique-là à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on est en train de réfléchir nos solutions basées sur celles qu'on a utilisées dans les dernières décennies, on n'y arrivera pas. On va arriver avec une réduction d'émissions de gaz à effet de serre autour de 20 à l'horizon 2050. Si on suit les cibles actuelles qui sont enchâssées, qui ont été mises de l'avant par les pays dans l'accord de Paris et dans les reconductions des grands accords, au Québec, notre cible, c'est 40 Eh bien, on a beau réaliser tous les objectifs, on sera encore là à peu près à la moitié des cibles d'atteinte en 2050. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est plutôt tendre vers la carboneutralité. Au Québec, il y a une firme indépendante qui a montré que c'était possible, qu'on avait des secteurs à prioriser, on avait un plan d'action. Donc, c'est possible. Et chacun des pays qui est un peu sérieux a fait cet exercice. Et moi, je vous amènerai seulement sur une lecture de ces pentes, les pentes de ces courbes-là. Parce qu'à chaque année où on attend, à chaque année où on repousse un peu devant l'action en changement climatique, en adaptation, en réduction de gaz à effet de serre, la pente, elle devient de plus en plus abrupte. Donc là, on va jouer non pas dans la chair, mais dans le muscle des ménages, des industries, des collectivités, avec des choix d'autant plus douloureux. Donc, l'action, le principe de précaution nous commande de se mettre en action dès aujourd'hui. Au Québec, comment on le fait? Bien, je vous passe les cibles par secteur. On doit travailler sur les transports, sur l'industrie, sur les bâtiments, sur l'agriculture, avec des cibles sectorielles qui sont bien chiffrées, qui sont documentées et sérieuses. Mais qu'on soit partout sur la planète, cette dynamique de réduction de CO2 pour nous amener à un état carboneutre, ça se joue sur un tango, une danse à deux. Premièrement, il faut accélérer les technologies sobres en carbone.
Donc, il faut être en mesure de mettre en place des outils qui ne dépendent pas des énergies fossiles. Pensons au transport, à notre mobilité. Au Québec, nous déplaçons beaucoup encore avec une voiture qui est on dit auto-solo. À peu près une seule personne se déplace dans le véhicule. Il est à essence. C'est 45 des émissions de CO2 du Québec. Bien, de migrer vers une technologie sobre en carbone, c'est d'abord penser à électrifier le parc automobile et surtout de transiter vers des méthodes de mobilité durable, transport en commun, transport actif. Donc ça, c'est la technologie. Mais si toute technologie ne s'accompagne pas d'une réduction de demande pour des produits à fort poids carbone, on n'y arrivera pas. L'image du transport nous sert ici encore, c'est-à-dire que je peux offrir un réseau de transport en commun hyper efficace, très bien géré, mais si ça me prend encore 2 fois le temps de prendre le transport en commun versus ma voiture, je n'ai pas agi sur la demande individuelle, et je suis dans une perspective de statu quo. Alors, peu importe les secteurs, qu'on soit en gestion de matières résiduelles, qu'on soit en réduction de parcs industriels, en transport, on doit cibler des bonnes technologies, mais aussi avoir une pérennité dans le changement, ce qui veut dire de l'acceptabilité sociale, des bons incitatifs, des cadres réglementaires appropriés aux collectivités. Donc ça, c'est notre premier pas dans notre réduction drastique de CO2 qui va nous amener vers la carboneutralité. Mais il faut savoir marcher et mâcher de la gomme en même temps, c'est-à-dire que post-2050, dans quelques 25 ans, il faudra devenir une humanité carbonégative, retirer du CO2 de l'atmosphère, et pour ça, il y a encore très peu de technologies qui sont fiables. Vous avez peut-être entendu parler de ces technologies de liquéfaction, minéralisation du CO2, d'enfouissement dans des poches rocheuses. Il y a des projets assez significatifs qui voient le jour. Il y en a eu un il y a quelques semaines en Norvège, où on liquéfie le CO2 de l'atmosphère et on l'envoie dans d'anciens réservoirs, dans d'anciens puits de pétrole. Il faut savoir que c'est des technologies qui sont porteuses. Elles sont recommandées par le GIEC. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'optimisme technologique. Et il faut surtout savoir qu'aucune de ces technologies-là ne peut être mise à l'échelle dans un horizon de 20 ans. Pourquoi mise à l'échelle? Parce que ça coûte trop cher, parce qu'il y a une demande énergétique pour créer cette liquéfaction, minéralisation qui est hyper élevée. Et aujourd'hui, l'énergie, c'est une denrée rare. On en a besoin pour développer nos sociétés, tout le numérique, l'intelligence artificielle et aussi peut-être cette lutte au changement climatique. Alors, pour capter et séquestrer le carbone, on se tourne vers ce qu'on appelle des solutions nature, c'est-à-dire utiliser la biodiversité et les écosystèmes pour faire des pompes carbone. Tous les enfants apprennent ça. Lorsqu'un arbre pousse, il respire du CO2, il transforme le carbone en biomasse et il relargue de l'oxygène. C'est le principe de photosynthèse. Et si tout le monde le connaît, ce n'est que depuis 5 à 10 ans que, d'un point de vue scientifique puis organisationnel, on voit le potentiel de la nature d'être un puits de carbone. Donc, d'utiliser la nature en la protégeant, en l'aménageant et en la restaurant pour avoir une dimension de séquestration et de stockage de carbone. Donc, ces solutions nature, au Canada, il y a eu des modèles qui ont été faits qui nous disent que lorsqu'on met en place, par exemple, des stratégies de reforestation, de culture de couverture, de verdissement urbain, on a un potentiel de séquestration de près de 80 millions de tonnes de CO2 par année. C'est l'équivalent des émissions du Québec en entier. Donc, il y a un réel potentiel ici de travailler avec la nature pour des conditions climatiques. Lorsqu'on parle de solutions nature, on peut lutter et s'adapter au changement climatique, mais on peut aussi en voir la meilleure arme pour l'autre grande crise écologique à la surface du globe, c'est la crise de la biodiversité. La biodiversité n'a pas de frontières. Elle ne reconnaît pas la frontière entre la France et l'Espagne, ni entre le Canada et les États-Unis. Cette biodiversité, elle bouge. Et cette biodiversité, non seulement elle est belle, elle est représentée par des paysages magnifiques, des animaux mythiques, le beluga, le caribou, vous avez la grande toundra du nord québécois, le fleuve Saint-Laurent. Ça constitue notre identité, notre patrimoine culturel, humain est basé sur la nature, mais il faut aussi comprendre que tout ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous buvons, la qualité de notre vie dépend de la nature. La qualité de notre économie aussi. 55 du PIB du Québec et 50 du PIB mondial est directement
liés à la biodiversité. Agriculture, foresterie, pêcherie, tourisme, énergie. On dépend de la nature pour développer nos économies. C'est ce qu'on appelle le capital naturel pour faire un lien avec le capital humain et le capital productif. Donc, la biodiversité, je vous donne quelques perspectives du Québec, mais c'est exactement la même situation sur le continent européen. Il y a une transformation des écosystèmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, vous regardez des écosystèmes qui vous entourent, toutes les espèces qui s'y trouvent ne sont conditionnées que par deux variables, la température et la disponibilité en eau. Donc, la différence entre la forêt tropicale et l'Antarctique, c'est qu'on a fait bouger ces deux variables-là. Si on se met dans l'hypothèse d'une Terre plus chaude de 2 degrés Celsius, bien, de façon directe, on bouge une variable et de façon indirecte, on en influence une autre, la disponibilité en eau. Donc, je vous présente ici une étude qui a été faite sur le sud du Québec. Vous voyez Montréal ici jusqu'au 50e parallèle. Et l'hypothèse qui a été faite par des collègues à l'Université du Québec à Rimouski, c'est de dire que quelle va être la composition des écosystèmes dans un climat plus chaud de 2 degrés Celsius. Hypothèse simple qui peut être modélisée, qui peut être alimentée par des données. Et la conclusion de l'étude nous dit que dans 50 ans, le taux de changement des écosystèmes dans la moitié du territoire québécois est de plus de 80 %. Donc, un taux de changement d'écosystème, ça veut simplement dire que si vous avez 10 espèces qui composent votre forêt aujourd'hui, dans 50 ans, 8 sur 10 ne sont plus les mêmes. Donc premièrement, ça fait un choc au niveau culturel, moral, éthique, parce qu'on se dit que notre définition de notre environnement, que nos cultures, nos pratiques traditionnelles, notre alimentation, c'est mis à mal, mais lorsqu'on réfléchit à tous les bénéfices qu'on retire de la nature, les services écosystémiques, est-ce que ces écosystèmes seront aussi intègres et fonctionnels pour nous fournir ces milieux de vie de qualité? La question se pose. Et il y a surtout la solution et l'adaptation qui doit être mis de l'avant. Donc, je vous disais que les solutions nature, ce sont des puits de carbone, c'est de l'adaptation au changement climatique, mais c'est la meilleure façon de lutter contre cette transformation des écosystèmes en donnant aux espèces du temps pour s'adapter. Donc, qu'est-ce qu'on entend par solution nature pour la biodiversité? D'abord, protéger notre territoire. Au Québec, on a 20 % du territoire qui est protégé. En France, on est à peu près à 33 %, mais avec seulement 6 % de protection dure. Alors, ce qui est dans le nouveau cadre mondial de la biodiversité, c'est de dire que d'ici 2030, on doit avoir des plans nationaux très sérieux avec une protection de 30 % des terres et des mers. Donc, protéger le territoire, c'est hyper important, mais il y a une autre condition qui est apparue dans les dernières années comme aussi essentielle que de la superficie. Parce que protéger le territoire dans une vision de parc, on fait de grands parcs, on fait des réserves naturelles, c'était la vision du 20e siècle. Ça a donné lieu à la création de grands réseaux. On parle du service forestier de parcs américains. Au Canada, ça a été le développement de ces grands parcs-là. De la même manière ici qu'on a vu un développement de zones d'aires protégées. Mais on sait aujourd'hui pour que la biodiversité qui habite ces territoires-là, elle puisse bien s'adapter, il faut lui laisser la liberté de se déplacer. Donc, les espèces doivent pouvoir se déplacer autant végétales que floristiques pour s'alimenter, pour se reproduire. Donc, on parle donc ici de connectivité écologique. Et je vous donne ici ça, c'est le GPS de 3 espèces qui sont bien connues dans le sud du Québec, la martre, la paruline et le cerf. Dépendamment de où on se trouve, pour chacune des espèces, on a des habitats différents et on a des corridors de déplacement qui sont différents. Si je suis un insecte, un oiseau, un amphibien, je ne me déplace pas de la même manière. Et si on veut donc considérer des réseaux de connectivité écologique dans le territoire, eh bien, il faut comprendre comment les espèces se déplacent. Ça, c'est dans notre laboratoire. On a fait des travaux sur la connectivité écologique. En blanc, vous voyez la grande région de Montréal. Et là, on va animer, dans le fond, certaines espèces qui se déplacent dans le territoire, que ce soit l'ours noir, que ce soit la musaraigne, la grenouille des bois, la martre ou la salamandre à dos rouge.
on se déplace dans un territoire qui est de plus en plus fragmenté. On l'a fragmenté avec nos villes, avec nos routes, avec l'agriculture, avec un développement industriel, résidentiel. Et ce qui fait en sorte que si les espèces veulent s'adapter à ces différentes pressions de destruction d'habitats naturels, de climat qui se réchauffe, d'espèces qui vont coloniser les mêmes territoires, il faut comprendre les besoins de ces espèces-là et de voir où elles vont se déplacer dans le territoire. Une petite parenthèse à la demande d'Amélie qui me disait, bon, vous faites beaucoup de sciences dans vos équipes. C'est un produit de la science. Mais je lui parlais aussi d'un nouveau véhicule que nous avons créé il y a quelques années qui s'appelle Habitat, qui est une firme de génie environnemental. Et je vais vous en parler très rapidement parce que je m'adresse à des étudiants, à des futurs chercheurs. Et dans la crise environnementale que nous traversons aujourd'hui, la science fondamentale est toujours aussi nécessaire, mais le chercheur doit comprendre le milieu dans lequel il évolue et il doit descendre parfois de la tour universitaire pour s'engager dans le milieu. C'est le projet qu'on a voulu faire avec deux de mes collègues, basés à l'Université du Québec à Montréal et à McGill, en fondant cette entreprise. Aujourd'hui, on est plus d'une trentaine qui sont des spécialistes de différents secteurs. Et je voulais juste vous faire un petit clin d'œil parce que de ces modèles très techniques, très fondamentaux, on peut les appliquer aujourd'hui avec des partenaires de différentes natures pour travailler à l'échelle très, très locale. Je donne l'exemple ici d'une municipalité dans le sud du Québec avec qui on a travaillé à reconstruire un corridor écologique pour favoriser la connectivité. Donc, on a dit au pouvoir public, aux travaux publics, vous allez diversifier la forêt de tel secteur, vous allez boiser des lots vacants, étendre un statut légal de protection pour des milieux humides, reboiser une terre agricole pour la connectivité, élargir un corridor en plantant des arbres. Donc, il y a une dimension très, très appliquée et concrète de la science. De la même manière que d'une échelle locale, on peut passer à une échelle internationale avec notre groupe de chercheurs chez Habitat à la dernière COP, la COP 16 en Colombie. Nous avons donné une trousse à outils au gouvernement de la Guinée dans notre perspective d'entreprise à mission sociale et de développement international. On a donné des codes, des méthodologies, des indicateurs pour que le gouvernement de la Guinée puisse rencontrer ses objectifs en matière de développement d'un réseau d'air protégé. Et il faut aussi, je pense, ouvrir la porte à tout type de partenaires. Il y a une confiance probablement à rebâtir entre différents secteurs, des secteurs politiques, entrepreneuriaux, mais aussi financiers. Ce qu'on a fait là aussi avec Habitat, nous avons développé un outil qui s'appelle Nature Invest. Nature Invest, ça aide les grandes institutions financières à savoir si leur investissement peut leur procurer un rendement économique, mais s'il a aussi un potentiel d'avoir un impact minimal, neutre, voire positif sur la biodiversité. Donc, je vous passe les codes, les modèles qui sont derrière l'outil, mais on est très chanceux d'avoir un partenaire de choix, Sienna Investing Management, qui est basé à Paris, qui est une capitalisation de 40 milliards d'euros et qui a lancé avec nous un fonds de 100 millions d'euros sur la biodiversité. Donc, avec eux, nous analysons la transformation de fermes vers des cultures biologiques, de la gestion de pratiques de foresterie durable pour à la fois générer un rendement financier, parce qu'on est ici dans un système de fonds de pension, un fonds de retraite pour des travailleurs, mais des investissements qui auront aussi un impact de développement territorial sain et d'impact positif sur la biodiversité. Donc, c'était ma petite parenthèse en vous disant que la science, elle peut rapidement devenir un bras armé de l'action et de la transformation sociale. Et peu importe si on soit dans une perspective scientifique de laboratoire ou d'accompagnement, de génie conseil, tout ce qu'on fait dans mon groupe, dans les multiples équipes, c'est qu'on essaie de bâtir à peu près ce type de milieu-là. Ce que j'ai fait avant de venir ici, c'est que j'ai demandé à de très bons outils qu'il faut savoir se mobiliser de la bonne façon, d'intelligence artificielle. Je dis, bien, je vais vous donner des mots-clés qui représentent le cœur des solutions nature. Hein? Protection des écosystèmes, corridors naturels, pratiques agro-environnementales, pratiques de foresterie durable, verdissement urbain, sensibilisation citoyenne. Et en mettant ces mots-là, je lui demande de me générer un paysage. Et on se rend compte que finalement, on peut, avec ces outils scientifiques, cette terminologie d'organisation internationale, on peut se portraitiser dans des villes de demain qui sont, ma foi, tout à fait attrayantes. Moi, j'irais bien habiter cette ville. J'espère en Auvergne-Rhône-Alpes qu'on développe de telles
de telle ville. Et je veux terminer là-dessus en disant que ça, c'est le groupe d'experts en adaptation au changement climatique qui relève du gouvernement, qui relève du ministre de l'Environnement. Il y a un comité consultatif de la même nature qui existe en France et les conclusions sont les mêmes. Lorsqu'il est matière d'adaptation au changement climatique, évidemment, il y a des axes très, très importants. Services d'urgence, infrastructures, services essentiels, activités économiques, système financier. Mais la règle d'or, l'axe 1, qui est recommandé par les experts, c'est de travailler avec la nature. Pourquoi? Parce que c'est notre première ligne de défense face aux événements extrêmes. Alors, il faut se mettre dans cette optique de solution nature. C'est dit par des experts du Québec, des experts français. C'est aussi le cœur du nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Je me considère très, très chanceux d'avoir été aux premières loges en décembre 2022 lors de la COP 15, la conférence des parties sur la biodiversité qui s'est tenue à Montréal. Et on a fait naître ce nouvel accord, ce cadre qui est basé sur 23 objectifs et qui demande de protéger le territoire, mais qui demande aussi de réduire des incitatifs qui sont destructeurs pour la nature, qui demande de penser à des nouveaux outils financiers, qui demande de réduire les pesticides, qui est un cadre holistique dans lequel on peut tous se reconnaître pour un seul objectif, qui est de développer une humanité positive pour la nature. Donc ça, c'est notre objectif. Autant en carbone qu'en biodiversité, on doit renverser la tendance. On est aujourd'hui à une croisée de chemin où on décidera de la planète qu'on veut laisser à nos enfants dans quelques décennies. Et ce graphique-là, évidemment, il y a une connotation ONG, politique, scientifique, mais pour moi, ça devient une très, très belle illustration de ce qu'on a pu faire avec mon groupe de musique. Et vous allez voir le parallèle, mais nous, on 4 copains qui avons, autour de guitares et de vestiaires de hockey sur glace, voulu faire rire nos amis en 1995. Donc, moi, j'étais à l'équivalent du lycée et on écrivait des chansons pour faire rire les copains. Et après 5-6 ans, on a fait un premier album, puis un deuxième, et on était de jeunes adultes et ça devenait important pour nous de pas seulement faire des chansons rigolotes, mais d'essayer de se refléter dans nos chansons également. Donc, on a écrit une première chanson sur la déforestation du nord du Québec. On avait assisté à une conférence d'Hubert Reeves, l'astrophysicien écologiste. En est née la chanson Plus rien. On a tranquillement voulu diversifier nos titres avec un engagement social et environnemental. Et en 2006, on s'est dit, c'est bien, on a la chance de faire des chansons, des tournées, mais pourquoi on ne se sert pas de ce moteur-là pour aussi s'inscrire dans nos valeurs de protection de la nature? Donc, on a créé en 2006 la Fondation Cowboys Fringants. Le principe est super simple, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un concert, on prend 1 € par billet vendu et on finance des projets environnementaux. Donc, on a fait la première tournée carboneutre au monde. Ça a été publié dans des journaux scientifiques. En 2008, on compensait l'intégralité non seulement de nos émissions, mais des émissions de notre public. Donc, on avait demandé avait un échantillon aléatoire du public, quelle distance, quel moyen de transport, et on a pu faire ça. On a fait des programmes dans les écoles primaires et secondaires d'écriture de chansons environnementales. Et je vous présente 2 projets qui s'inscrivent dans l'optique de solutions nature. On ne savait pas qu'on faisait des solutions nature à l'époque, mais on voulait seulement avoir un engagement environnemental. En 2017, on a pris le pari de planter 375 000 arbres à Montréal pour souligner le 375e anniversaire de la métropole. Donc, pour faire ça, on a dû trouver 10 millions de dollars pour les planter, trouver des endroits pour les... C'est pas évident. Imaginez-vous, Lyon est planté près de 400 000 arbres. Donc, il faut trouver des endroits, s'assurer que ce soit le meilleur arbre au meilleur endroit, pouvoir les identifier, les suivre, les remplacer. Alors, on a commencé la campagne en faisant ce qu'on sait faire de mieux, c'est des concerts. Vous voyez en haut, c'est un concert au Centre Bell, c'est l'équivalent de la Halle Tony-Garnier de Montréal, où on a réuni 12 000 personnes qui n'ont pas acheté un billet en dollars, mais en arbres. Donc, ça coûtait 5 arbres pour être au parterre, ça coûtait 1 arbre pour être au balcon. Et suite à ce concert-là, on a planté les 50 000 premiers arbres de la campagne. En bas, vous voyez une photo qui est à Laval, qui est juste au nord de Montréal, et où, pour célébrer le 50e de la ville, on a fait une entente avec la municipalité où on a dit on vous organise une journée de festivités de musique gratuitement, mais en échange, vous nous proposez un projet
qui s'inscrit dans cette idée de 375 000 arbres. Donc, ils ont reverdi par la plantation de 10 000 arbres et arbustes, 3 hectares d'un terrain dévalorisé. Et quelques années plus tard, moi, j'y retourne, c'est près de la maison, j'y retourne avec les enfants. C'est une forêt nourricière. Les gens font du ski de fond en hiver. C'est près d'une garderie où les enfants vont marcher. On est pas à pas en train de mettre des solutions nature dans le paysage urbain. Après 5 années d'efforts, on a planté des arbres sous les ponts, même sur des bases militaires, ce qui me fait dire que ces arbres-là ne seront pas coupés. Il y a 3000 militaires pour les garder. Mais on a pu, en faisant un projet de collectivité, il y a les réseaux de sociétés de transport, les pouvoirs publics, des entreprises qui ont embarqué, et puis on a pu dépasser notre objectif en plantant 410 000 arbres dans la région métropolitaine. Et on l'a fait avec cette vision de connectivité écologique. On a restauré des corridors dans les milieux agricoles, des ruelles vertes, on mesure le carbone qui est lié à ça. Et il y a 2 ans, on a transposé cette initiative plus locale à l'échelle nationale avec un projet qui s'appelle Demain la forêt. Et notre cible, c'est de revaloriser des espaces agricoles abandonnés. Donc, l'agriculture, autant en France qu'au Québec, elle a changé. Elle s'est industrialisée depuis une 50aine d'années. Il y a moins de zones de pâturage, plus d'intensification au niveau de la production de grains. Et ça laisse certains espaces comme des bandes riveraines, des coulées agricoles à l'abandon. Je vous montre une petite photo avant-après. Ça, c'est tout près de Montréal. Vous avez des champs et ce cours d'eau avec des zones qui sont érodées. Il y a beaucoup de glissements de terrain, beaucoup de sédiments qui se retrouvent dans les cours d'eau. On peut les reverdir et stabiliser les sols, séquestrer du carbone, faire des corridors de biodiversité, aller saisir du phosphore, de l'azote. Ça devient une infrastructure naturelle. Ça, c'est un projet où 3 agriculteurs se sont mis ensemble en disant « On veut rendre notre ferme belle, on veut que vous veniez planter des arbres. » On a fini par planter 5 000 arbres sur leurs 3 terrains. Et avec nos modélisations, ce qu'on peut faire en science, c'est qu'on a pu leur donner leur rendement sur investissement. Donc, pour chaque hectare de corridor linéaire que vous reboisez, vous séquestrez 350 tonnes d'équivalent carbone par année. Vous séquestrez 2,5 tonnes de sédiments qui se retrouveraient dans les cours d'eau, plusieurs kilos de phosphore, d'azote. Ça permet à 30 000 pollinisateurs indigènes de revenir dans le paysage écologique et on restaure la connectivité de plus de 80 % sur ce système. Comme bon scientifique, on veut voir si ça fonctionne. Alors, j'ai demandé à une de mes étudiantes de maîtrise d'aller dans 9 endroits où on avait planté des arbres et elle a mis des caméras trappes et elle a montré que finalement, ça devient réellement des routes qui permettent aux grands mammifères de transiter, de circuler dans un paysage qui leur est sinon assez hostile. Donc, on a pu, par cette étude, montrer quelle était la longueur, la largeur, la couverture forestière idéale pour créer de tels corridors. Et on voit des coyotes, des cerfs, des ratons laveurs, des renards qui s'approprient ce territoire-là. Alors, notre défi, c'est une pierre à l'édifice à la fois, d'essayer de reconnecter ce territoire. Vous voyez ici, on est entre Montréal et Québec, on a le fleuve Saint-Laurent, d'essayer de créer ces autoroutes de biodiversité pour permettre à la biodiversité de s'adapter au changement climatique en faisant aussi un grand puits de carbone. Donc, je termine avec une petite touche éditoriale. Vous voyez ici Gro Harlem Brundtland, qui est l'ancienne première ministre norvégienne. Et à la suite de son mandat, je vous disais tout à l'heure que dans les années 70, les pays ont réagi avec des ministères de l'écologie. Il y a eu la société civile. Dans les années 80, c'est l'ONU qui a décidé de faire l'environnement un grand chantier. Et elle a mis sur pied 2 grandes initiatives. Il y a eu le Sommet de la Terre de Rio en 1992. Donc, on l'a préparé dans les années 80 et en 92, on a signé 3 grandes conventions sur la désertification, sur la diversité biologique et sur les changements climatiques. Et encore aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, c'est la principale conscience de l'humanité sur l'environnement. Ce sont ces conventions qu'on va signer, qu'on va adapter, qu'on va faire évoluer et qu'on rapporte chacun chez soi pour les mettre en œuvre. L'autre grande initiative, c'était la commission Notre avenir à tous, qui était présidée par Mme Brundtland et qui a résulté en un rapport en 1987 qui mettait au monde le concept de développement durable. Tout le monde le connaît, c'est un développement qui est socialement responsable, qui permet un développement économique et qui est viable au niveau environnemental. Je vous dis ça parce que moi, j'enseigne à tous les cycles universitaires, au niveau baccalauréat, maîtrise, doctorat.
doctorat, post-doctorat. Et je suis entouré de jeunes dans la vingtaine, début trentaine, qui sont un peu désabusés, voire cyniques par rapport au développement durable. Et avec raison, parce qu'ils nous disent ça a été écrit en 1987 et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Hein? On a peinturé en vert des projets business as usual, statu quo, simplement pour se donner bonne conscience. On a fait des compromis. Et moi, je leur dis, oui, vous avez raison, mais retournez lire ces écrits-là. On parle de principe de subsidiarité, principe de précaution, les séquences éviter, minimiser, compenser. Toutes les solutions étaient là. On avait toutes les raisons du monde d'agir à ce moment-là, puis on ne l'a pas fait. Et cette forme de capitulation, de compromis, elle est encore vraie aujourd'hui. Je donne un exemple qui est sidérant. Dans le dernier effort du rapport du GIEC, donc c'est des cycles de 3 rapports qui sont publiés où on fait un diagnostic, on voit où on en est au niveau climatique, on regarde quels sont les impacts et on regarde quelles sont les solutions. Donc, dans la dernière triade, la partie solution, elle fait 3600 pages. Elle est là pour accompagner, pour dire à des municipalités, des villes, des pays, des entreprises comment faire leur transition énergétique, comment devenir sobre en carbone. Au Canada, on l'a accueilli à bras ouverts, ce rapport-là. On a signé les conventions onusiennes et le lendemain de la publication, on annonçait une nouvelle plateforme de forage pétrolier marin avec 2 milliards de barils de pétrole. Et on nous l'a vendu comme un projet de pétrole vert parce qu'il produit moins de polluants qu'une extraction similaire dans les sables bitumineux de l'Ouest canadien. Donc ça c'est un compromis qui n'est plus acceptable. De la même manière que chez nous, il y a une grande actualité sur le caribou forestier, qui est une espèce qui a permis à des nations, les nations Cris, les nations Inuit, de se développer en harmonie avec cette espèce. Donc, leurs savoirs traditionnels sont basés sur cette espèce-là. Et aujourd'hui, au nom d'une foresterie durable, 2 des 3 dernières arbres de caribou forestier, on les a envoyés dans des eaux. Donc, moi, ce que je vous dis en conclusion, c'est que ces compromis-là ne sont plus tolérables. La transition écologique, elle va arriver, c'est certain. On s'est engagé dedans, on voit des solutions là. La seule question à se poser, c'est à savoir si on va pouvoir la faire assez rapidement. Tous les scientifiques, les grandes organisations nous disent qu'on a une petite fenêtre d'ouverture. On a quelques années devant nous pour renverser la tendance, pour redevenir une humanité positive pour la nature. Donc, on a un peu cette responsabilité-là. Et de cette responsabilité s'accompagne aussi des grands avantages, s'accompagne des leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Pour moi, c'est le levier de la jeunesse. Vous voyez ici une photo à Montréal, juste avant la pandémie. 500 000 personnes étaient descendues dans la rue pour demander une action rigoureuse et robuste en changement climatique. Donc aujourd'hui, le poids s'est inversé. Hein? Dans nos sociétés, les gens veulent une action. Tous les gens qui étaient là avaient leur raison d'y être. Moi, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais de la science, pourquoi je plante des arbres, c'est parce que j'ai 3 jeunes enfants, Claire, Théodore et Louis. Je mets une photo ici de quand on a été faire du canot camping dans la forêt laurentienne et je la mets parce que j'ai réellement eu ce moment d'éco-anxiété en pégayant dans la forêt et en pensant à mon taux de conversion d'écosystème, de quelle sera la nature quand mes enfants seront plus vieux et ils amèneront les leurs. Et devant ça, hein, devant un portrait aussi complexe, devant une géopolitique fragilisée, on peut ignorer, on peut dévier ça de notre conscience ou on peut s'engager. Et moi, c'est le pari que je veux faire avec vous, c'est de dire qu'il y a 50 ans, il y a certaines personnes qui se sont levées, hein, qui ont pris conscience de ça, qui ont fait en sorte qu'il y a un mouvement environnemental qui s'organise. On n'a pas réussi à renverser la tendance, mais ce pari qu'on peut prendre, c'est de dire que dans 50 ans, nos enfants nous regardent et disent qu'on a réussi à leur léguer une planète verte, une planète bleue, parce qu'aujourd'hui, nous aurons pris les bonnes décisions. Merci beaucoup.
Merci pour cette présentation. Et comme il a été question de chansons, et comme l'avait dit très justement donc, Corinne Gendron, une collègue de l'Université du Québec à Montréal concernant les cow-boys fringants, la chanson permet d'ouvrir les yeux des citoyens. Elle est un outil important de sensibilisation. Donc on voulait aussi ponctuer ce temps d'échange qui s'ouvre maintenant de quelques extraits musicaux, donc la part rock'n'roll de cette conférence, pour que vous puissiez aussi comprendre le message qui est porté derrière. Donc je vais maintenant compter sur la technique pour que ça fonctionne. Donc il a été question de plusieurs thématiques. On peut commencer par peut-être cet extrait de la chanson Plus rien, puisqu'on a parlé d'exploitation de ressources qui illustre certains de ces... Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Il en est certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en très peu de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont rendu aussi les îles, que les inondations ont frappé les grandes villes. Par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens qui se battent contre les pandémies, ici par millions, par d'atroces maladies. Et les autres sont morts à la soif ou la faim, comme au nom d'une grosse mondiale, qui n'est plus rien. Plus rien. Plus rien. Voilà, donc quelques éléments qui nous rappellent, malheureusement, c'est une chanson de 2006, si je ne me trompe pas. Donc on voit bien que dans cette chanson, il y a beaucoup de choses de notre actualité, tremblement de terre, ouragan, incendie. Donc cette urgence, cet appel à l'état d'urgence. Et la nécessité de ne pas attendre effectivement qu'il n'y ait plus rien pour agir. Donc déjà, merci pour cet appel à l'action à la fin de votre intervention. Je trouve intéressant, effectivement, j'en avais échangé cette dimension aussi entrepreneuriale et cette approche de pouvoir concilier science et entrepreneuriat. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est aussi un moyen, enfin un appel vis-à-vis des étudiants sur des modes d'action qui est peut-être de ne pas attendre de société, mais aussi peut-être d'être à l'initiative d'entreprises qui pourront porter ces enjeux-là? Oui, absolument. Ben, je pense que tous les outils dont nous disposons sont bons. Que ce soit une chanson, que ce soit la science, que ce soit une action. Je pense qu'il faut cesser de mettre nos préoccupations, nos valeurs un peu satellitaires de ce que l'on fait. Je parlais d'Habitat. Moi, je suis entouré de 30 jeunes qui viennent travailler chez nous parce qu'ils se sentent utiles. Ils sentent qu'ils sont en train de remplir la mission de l'organisation qui est d'accélérer la transition climatique. Donc, toutes les voies sont bonnes. Je dirais qu'il y a maintenant beaucoup d'outils qui sont là pour les jeunes chercheurs pour développer une pratique qui est innovante, qui est créative. Il y a plusieurs structures d'incubation, de start-up dans les universités, dans des centres, vous les avez ici. Et c'est par cette innovation à prendre des risques. Il faut absolument prendre des risques, offrir une forme de soutien, de filet social, mais de donner la chance aux jeunes cerveaux de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est tout à fait correct de vouloir travailler pour une grande société. On en a besoin aussi, mais cette innovation, elle est tout aussi vraie dans un laboratoire scientifique qu'on peut la mettre dans une lunette entrepreneuriale et on va toucher d'autres publics. Moi, c'est ce que je réalise près de 8 ans plus tard. Il y a des conversations que je n'aurais pas pu avoir avec mon chapeau scientifique parce que le tempo est différent. On est dans
perspective de recherche qui est plus lente, qui est plus fondamentale. C'est notre mission. On doit former des étudiants. Lorsqu'on s'en va dans une obligation de livrer pour rencontrer une problématique, donner une réponse dans une échelle de quelques mois, on a besoin de véhicules plus fluides, adaptatifs, innovants. Et lorsqu'on perd les deux d'une bonne façon, ça peut être très efficace. Merci. Toujours pour poursuivre, et après on va vous laisser aussi poser des questions. Dans ce dialogue musical, on a donc sélectionné quelques extraits. On va en écouter un autre qui pose une question importante, qui est celle de la honte qu'on peut aussi ressentir, ou la culpabilité, qui est aussi une des difficultés qu'on rencontre dans cette sensibilisation. Donc je vous laisse écouter le petit passage musical et on en échange juste après. Les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis et joue la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Voilà. Alors, ce qui est plaisant quelque part avec la chanson, la musique, c'est qu'elle est capable de dire des choses très dures, très tristes ou très violentes, mais sur un ton très dynamique, très joyeux, puisque là, on parle finalement de honte, de quelque chose qui est grave aussi sur ces questions d'exploitation. La question, c'est aussi dans notre vocation d'amener donc la jeunesse à justement s'impliquer, mais sans sentir cette culpabilité et ce fardeau dont on a parlé tout à l'heure, d'un héritage qui finalement n'est pas le leur, mais d'une problématique qu'on leur laisse. Comment est-ce qu'on peut les encourager à dépasser ce sentiment de culpabilité? Alors, on a parlé de l'innovation. Est-ce que justement, peut-être aussi le passage par l'art, la culture, quelque chose qui rend joyeux finalement une réalité qui, elle, est pour le coup plutôt déprimante? Rendre joyeux, c'est peut-être gros, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le catastrophisme non plus. Il y a des discours très planifiés, systématisés, qui nous mettent ce regard-là de poids individuel. Il y a des grands lobbies du pétrole corporatistes qui ont voulu, plutôt que de se faire donner des réglementations ou d'avoir des conditions plus contraignantes, changer sur l'arène du débat public, d'avoir une autonomisation, une culpabilisation des individus. Donc, vous devez faire votre recyclage. Évidemment qu'il faut faire des changements à l'échelle de l'individu, mais les transformations de société sont aussi portées par les États, sont aussi portées par d'autres visions. Donc, je dis ça, c'est qu'il ne faut pas porter le poids du monde sur nos épaules. Il y a un examen de conscience à faire, certes. Il y a un historique. Nous, les Canadiens, nous sommes ceux qui avons produit le plus de gaz à effet de serre per capita dans l'histoire. On a une forte dépendance aux énergies fossiles. Notre industrie s'est développée là-dessus. Comment moi je peux prendre ça aujourd'hui? Je peux continuer à développer ça ou le reconnaître et essayer d'avoir une proposition constructive de développement international, d'engager un dialogue sur ceux qui n'ont pas créé ça, donc dans une responsabilité sociétale d'engager ça, de voir aussi que pour des jeunes qui vont se destiner à un marché de l'emploi, dans cette crise environnementale, il y a énormément d'opportunités, des opportunités transformatrices positives. Donc, on peut pouvoir développer un métier et s'engager dans une forme d'utilité. Je le disais tout à l'heure avec l'exemple chez nous. Puis évidemment, on a besoin de soupapes, de canaux. Il ne faut pas porter, c'est ça, cette vision-là, trop noire. Moi, j'ai 3 jeunes enfants. C'est pas à 6-8 ans qu'on va les mettre dans une conversation sur le changement climatique. J'ai plutôt envie de les amener prendre une balade en forêt et aller cueillir des fruits pour qu'ils connectent avec la nature. Donc, des fois, on a simplement aussi besoin de savoir, de connaître quelque chose pour l'aimer. Puis, si on l'aime, on veut le protéger. C'est une grande culture, c'est métaphysique, mais ça fait partie aussi de cette relation où on ne voit pas la nature comme un objet qui va mal, qui est périclitant, qui est catastrophiste, mais plutôt d'essayer de voir les
voies ensoleillées à travers ça. Oui, donc rétablir le lien en fait avec cette nature et cette proximité. Une dernière remarque. On a parlé tout à l'heure de résilience comme thématique des entretiens Jacques Cartier à l'automne prochain. Dans un des clips de vos chansons, notamment, il me semble, c'est la chanson Sur mon épaule, à la fin, il y a cette phrase, je trouve, assez marquante, c'est « Ensemble, on n'a peur de rien ». Est-ce que c'est aussi une des voies de la résilience, passer par le collectif pour voilà, justement dépasser ce catastrophisme, ces difficultés et faciliter peut-être l'intelligence collective? Oui, certainement. Ensuite, je pense qu'il y a des conditions de notre époque. Nous, au Québec, il y a eu les grands chantiers nationaux dans les années 70, la nationalisation de l'hydroélectricité. Je pense qu'aujourd'hui, avec la montée de l'individualisme, avec la rapidité de notre consommation, de même nos communications, nos relations, c'est beaucoup plus facile à ces échelles-là nationales de détruire que de construire. On le voit avec les mouvements de droite qui montent, avec l'exemple caricatural de ce qui se passe aux États-Unis. C'est beaucoup plus facile de tout sabrer, tout déconstruire en un an plutôt que de construire une maison sur un demi-siècle. Au Canada, on s'est battu pendant une bonne douzaine d'années pour mettre un prix sur le carbone. On a enchâssé une taxe carbone dans la Constitution. Et le même gouvernement qui a lutté pendant 3 mandats de 4 ans pour le mettre, pour gagner la prochaine élection, a décidé de retirer tout ça. Donc, déconstruire, je dis donc que la relation collective à l'échelle nationale, elle va être difficile. Mais à l'échelle locale, c'est vraiment là qu'elle prend tout son sens. Je pense aux amis de l'agglomération ici, et même à l'échelle de la région, au Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à ces échelles-là qu'on parle à nos voisins, qu'on partage des réalités et qu'on peut construire. Il ne faut évidemment pas être déconnecté des accords internationaux, de la macroéconomie, des grandes voies qui sont dictées par l'État. Mais je pense vraiment que ces solutions à plusieurs enjeux du logement, de l'itinérance, de l'environnement, ça doit se construire dans des échelles locales qui feront boule de neige et qui contamineront positivement les localités voisines. Et c'est sur cette nouvelle base, je crois, qu'on doit tabler pour les prochaines années. Merci. On va laisser aussi l'assistant poser des questions. Donc, on a des micros qu'on peut vous faire passer. Voilà, si vous souhaitez justement réagir, rebondir à tout ce qui vous a été présenté et voilà, sur ces différents sujets, dimensions. Donc, le plus difficile, c'est souvent la première question. Hein. Après, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup, Philippe Billet, professeur à Lyon 3. Oui, merci pour cette présentation. Et surtout, ce que j'aimais beaucoup, c'est ce côté à la fois chef d'entreprise et universitaire et qui arrive à faire se rencontrer les deux, qui met finalement sur le terrain ce qu'il peut penser effectivement. Donc, ça permet de sortir, comme on dit en France, de sa tour d'ivoire. Ce n'est pas là ma question. Ma question est, n'y a-t-il pas un risque, à force de développer des solutions alternatives qui permettraient de réparer, d'anticiper, de se dire finalement les limites planétaires ne peuvent faire que reculer, on arrive à toujours rester dans ce cadre-là et finalement voir ce que l'on entreprend d'un côté pour essayer de réparer, d'anticiper, peut être ruiné de l'autre par toute une série de comportements qui vont se dire finalement, il y a toujours des solutions. On est un peu dans la réparabilité qu'on avait au siècle des Lumières. Vive le progrès, quoi. Oui, et c'est effectivement des sophismes dans lesquels il faut faire attention de ne pas tomber complètement. Un exemple au Québec, le gouvernement a vu dans les changements climatiques une exceptionnelle opportunité d'affaires. On veut développer la filière batterie pour électrifier le réseau de transport. On a besoin de batteries, on a besoin d'électrification, mais c'est un angle du portrait beaucoup plus large. En ce sens-là, si on parle d'énergie, il faut beaucoup mieux essayer d'éviter la consommation, d'être plus efficace plutôt que de développer de nouvelles infrastructures qui vont produire ça. Donc, dans tout ça, pour moi, et c'est un peu ce qui m'a poussé vers la voie de l'éducation et devenir professeur, ce sont des cycles qui sont longs. Il faut investir dans l'intelligence collective, il faut le discuter, mais se nourrir de ce dialogue citoyen, de
il y a des éléments techniques, hein, d'être plus efficace, de diminuer la consommation, la décroissance, mais ça part aussi par une forme d'immatérialité, de valeur, de culture, dans lesquelles il y a des cercles et des arènes où on peut les partager, et qui sont souvent sur des cycles qui sont plus longs qu'une élection en quelques années ou des rendements dans une année civile, etc. Donc, c'est une réponse assez floue et évasive en disant que je reconnais tout à fait votre point de vue. Et il faut essayer de travailler à des tempos, des temps et des espaces différents pour essayer de trouver ces petits filons de solutions-là. Et parfois, ça passe par un engagement politique, parfois, c'est par un militantisme, une protestation. Encore là, tout est bon. Hein. C'est le principe de la sociologie où il y a plusieurs facettes et la société n'avance jamais ni dans la même direction ni à la même vitesse qu'on le voudrait, mais c'est cette confiance dans l'intelligence collective qui nous permet d'espérer. Je peux juste poursuivre? Oui, c'est intéressant de parler d'intelligence collective. Juste un exemple qui montre qu'on a manque parfois d'intelligence. Nous, en Suisse, on a eu 2 initiatives populaires. L'une pour entrer dans la Constitution le respect des limites planétaires, et la seconde, c'était une initiative dite initiative pour les glaciers. Donc c'est un problème de taxe carbone. Les 2 ont été rejetés, et après avoir interrogé, puis avec des majorités quand même assez hautes en fonction des cantons, et lorsqu'on a interrogé certaines populations, c'était parce que ça risquait de coûter trop cher au pays. Est-ce qu'on est toujours sur le même niveau d'éducation? Exact. Si on regarde aux États-Unis, c'est une caricature grossière que je fais, mais c'est vrai quand même. Il y a certains États où on met sur un pied d'égalité le créationnisme et la théorie de l'évolution. On enseigne les deux en disant qu'il y a 2 visions du monde. Et on a la Californie qui est le cœur d'une vision progressiste, naturelle, des fois trop parce qu'on est dans un méta humain. Et comment, dans un pays, on peut cohabiter? Hein? Quand les positions sont aussi divergentes. Souvent, malheureusement, le populisme a des réponses rapides, pré-mâchées à tout ça, sur l'économie, sur jouer sur le malheur des uns, sur l'immigration. Ce sont des feux qui sont facilement allumables pour avoir le pouvoir. Et comme je disais, détruire, c'est plus facile que construire, mais c'est là un peu notre engagement et individuel et de collectivité, de groupe qu'on peut faire, c'est de remettre l'ouvrage sur le métier, d'essayer de toujours pousser dans le sens de nos valeurs. Merci pour les questions. Oui, merci Jérôme, c'était super. Je voudrais revenir sur la question de l'énergie, parce que l'énergie, elle est vraiment au centre aujourd'hui de tous les enjeux géopolitiques. Elle est au centre du développement, la création d'une croissance souhaitable. Ceci dit, et vous êtes bien placé pour le savoir, au Québec et au Canada, entre Hydro-Québec et l'Alberta, on n'est pas tous égaux devant l'énergie et devant son accès. Est-ce que les outils que vous avez développés intègrent justement cette diversité de contextes? Oui, ma spécialité n'est pas dans l'énergie, mais je regarde ça d'un œil intéressé. Évidemment, il faut donner les bons incitatifs pour accélérer la transition énergétique. Nous, au Québec, on est chanceux. 96 % de l'énergie est produite par l'hydroélectricité. C'est parce qu'on a pris un pari de développement il y a plus de 50 ans dans cette direction-là, qui n'est pas parfaite parce qu'on a noyé des terres de peuples autochtones. Ceci dit, il y a des conditions qui sont réunies. Hein, les énergies vertes, le prix de cellules photovoltaïques, l'éolien. On est dans des solutions qui, auparavant, c'était des technologies de rupture qui ne pouvaient pas être mises à l'échelle. Aujourd'hui, on a passé ce cap-là. Je pense qu'il faut, d'un point de vue énergétique, il faut aussi avoir toute une réflexion sur notre consommation d'énergie. C'est de la thermodynamique, c'est fini. On est en train de construire aujourd'hui des sociétés basées là, sur des structures qui s'abreuvent d'énergie. L'intelligence artificielle, vous faites une recherche Google ou vous faites une recherche dans un moteur d'intelligence artificielle, le poids carbone est de 60 fois plus élevé. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut l'efficacité énergétique des bâtiments. Il faut réfléchir à toutes ces solutions-là pour voir comment on peut essayer de limiter la consommation individuelle, industrielle, de voir du développement aussi qui soit sobre en carbone, mais qui soit sobre en énergie aussi, parce qu'il n'y a pas de production d'énergie qui soit 100%
Donc, la réflexion sur les réels besoins et la consommation est aussi importante que celle qui va transformer les sources de production. Évidemment, on souhaite accélérer le plus possible la décarbonation, la fin de vie des infrastructures d'énergie fossile. Mais malheureusement, ce qu'on voit encore là, ça a été vrai en 87, en 2008, avec la crise de la COVID. À chaque fois qu'on a un repli économique, les bourses tombent, l'économie diminue, ralentit, et la reprise s'accompagne d'une floraison d'émissions de CO2. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans des économies encore beaucoup trop carbonées. Et probablement que le choc sur lequel on voit va encore montrer que malgré tous les discours, malgré tous les outils disponibles, on a encore une forte domination du fossile dans les bases de notre économie. Merci à vous. Merci aussi pour cette vision un petit peu optimiste de certaines solutions. Moi, je me posais la question tout à l'heure, on entendait qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui s'ancraient au niveau local et en même temps d'avoir des besoins de changement systémique. Et quelque part, dans le contexte politique actuel où on se dit que les efforts au niveau local ne vont pas forcément directement engendrer des changements systémiques qui pourtant sont nécessaires. Donc, comment gérer cette espèce de paradoxe? Oui, bien, c'est le principe de subsidiarité, hein, la meilleure échelle pour gérer l'enjeu. Évidemment, on parlait tout à l'heure d'accords internationaux, hein, de vision. Il faut que cette vision-là soit partagée et c'est dommage parce qu'elle est mise à mal, cette vision collective, globale aujourd'hui, mais il faut continuer d'y croire. L'Europe est probablement le dernier rempart de ces grands accords internationaux, mais qui sait quelle direction peut prendre le vent, ça change assez rapidement. Mais de ces accords-là deviennent des politiques nationales et deviennent des chantiers qui peuvent être beaucoup plus locaux et régionaux. Donc, c'est d'avoir des flux qui sont intégrés, donc une fluidité, une bonne gouvernance, la bonne mobilisation de capitaux, pour dire, bien, on s'en va dans une transformation systémique du monde agricole. Vous êtes en région agricole, vous êtes les experts de votre domaine, mais nous, on s'attend à tel résultat. Voici les enveloppes conséquentes, mais les solutions, elles émaneront d'une territorialité. Donc, c'est facile à dire, c'est éminemment difficile à faire parce qu'il y a toujours de l'ingérence de paliers de gouvernement, il y a des luttes pour des enveloppes, pour des visions, il y a des cycles électoraux, tout ça fait que ce sont des systèmes complexes, mais si on veut bien avoir cette verticalité, il faut être capable de donner le bon rôle à chacun des intervenants. Et c'est un petit peu sur cette nature les pouvoirs centraux nationaux pourront autonomiser des localités pour dessiner des solutions qui sont adaptées à leur territoire. Merci pour la présentation. Je suis étudiante en géographie. J'avais deux questions, une qui revenait sur l'énergie. Est-ce que vous êtes familier avec le projet de TES Canada en Mauricie? Et est-ce que vous avez un avis sur ce projet? Et deuxième question, votre société Habitat, elle a accompagné la ville de Nicolet. Est-ce que vous accompagnez aussi plus à une échelle régionale? Oui. Au niveau de l'énergie, là, dans ce secteur-là, Shawinigan, c'est un peu le centre énergétique du Québec. On réfléchit à plusieurs dimensions. D'une façon historique, il y a eu l'hydroélectricité qui est passée par ces centres-là. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'hydrogène vert, des filières batteries. Pour moi, il faut faire attention. Donc, l'innovation, elle est nécessaire. On a besoin de tester, on a besoin d'avoir de la recherche qui est bien financée. On a aussi besoin d'avoir un écosystème sociopolitique qui comprend bien les enjeux de ça. Je parlais tout à l'heure des comités consultatifs des changements climatiques. Moi, je fais partie d'un comité qui conseille le gouvernement. On a fait des avis sur le transport lourd, sur l'hydrogène vert, en montrant les belles possibilités de ces technologies-là, mais l'utilisation judicieuse qui doit s'en accompagner. Produire de l'hydrogène vert, ça demande énormément d'énergie. Si on commence à l'utiliser puis à disséminer notre patrimoine énergétique que dans une optique de filière, on va causer beaucoup plus de contre-coups que d'opportunités économiques ou de transition énergétique. Donc, je pense que l'idée c'est une bonne chose, mais ça doit s'accompagner de balises qui ne sont pas nécessairement encore en place à l'heure actuelle. Et oui, avec notre société, on accompagne des pouvoirs publics très locaux, des arrondissements, des villes, des régions. On accompagne aussi des
localités en Belgique, en France. Merci. Bonsoir. Oula. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question un peu plus sur l'aspect biodiversité. Je trouve ça très, très chouette, votre idée de tickets en arbre. Et je décale un peu dans le monde artistique. Et je me demandais s'il y avait d'autres groupes ou d'autres événements culturels qui avaient repris cette idée, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs, ou sous d'autres formes, j'en sais rien. Il faut savoir que le milieu de la musique, des arts de la scène, c'est un milieu éminemment difficile. En France, vous êtes relativement chanceux parce que les intermittents du spectacle qui permettent d'avoir une forme d'assurance pour les artisans du milieu, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, ça donne une industrie qui est très friable. Quelles sont les premières choses qu'on va abandonner quand il faut faire survivre l'entreprise ou l'artiste? Ce sont des considérations qui touchent nos valeurs, dont l'environnement. Donc, nous, on essaie depuis 2006 à remettre de l'avant ces propositions-là. Il y a certains groupes qui embarquent avec nous. On a créé un mouvement qui s'appelle Artistes pour le climat, sous le même principe de donner $1 par billet de spectacle. Mais la réalité est que c'est difficile de vendre des billets de spectacle. Puis, les gens sont toujours très heureux de nous verser le dollar ou leur euro par billet, mais on n'est pas dans une transformation systémique ou une réelle réflexion de l'industrie sur cette question-là. La réalité, je me permets de m'égarer un peu, mais c'est devenu des mouvements qui sont transnationaux. Donc, il y a des acteurs qui n'ont pas de... Il y a des scènes locales encore bien vibrantes, mais la plupart de l'économie est siphonnée par des acteurs transnationaux qui possèdent les billetteries, qui gèrent les artistes et qui ont les salles de spectacle majeures dans la plupart des grandes villes. Donc, sur, je ne sais pas, là, c'est une estimation grossière, mais sur un 100 € qui est dépensé dans l'industrie de la musique, il y en a 70 qui vont directement à ces conglomérats qui ont un point de vue uniquement capitalistique où il n'y a pas d'engagement communautaire. Donc, les milieux s'érodent et je dirais que c'est bien que la crise climatique augmente, la mobilisation du milieu diminue faute de ressources depuis une vingtaine d'années. Donc, il faut continuer à travailler fort, mais il faut pouvoir sensibiliser les bonnes organisations à créer des scènes éco-responsables, des bonnes initiatives, soutenir les artistes. Eh bien, on fait de la tournée grâce à différents projets, comme la comédie musicale. Chacun des membres du groupe travaille un peu en solo. Et notre volonté, c'est de pouvoir revenir un jour en format trio, mais on verra bien. De l'eau peut couler sous les ponts d'ici là. Oui, on a bien hâte aussi. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Alors, bon, on pourra peut-être finir. D'ailleurs, j'avais une dernière chanson, je la mettrai en guise de conclusion. Merci en tout cas pour votre présence donc à cet événement, pour vos questions qui ont permis aussi d'enrichir cet échange. Et puis, vous pourrez retrouver donc cette conférence puisqu'elle a pu être enregistrée. Donc voilà, si vous voulez retrouver certains des éléments de la présentation, ils seront disponibles par la suite. Merci à tous de votre participation. Merci beaucoup.